Au cœur de la Pologne occupée, un réseau de voies ferrées menait à un lieu dont le nom est devenu synonyme de mort planifiée. Auschwitz ne fut pas seulement un camp, mais l'engrenage central d'un système créé pour la détention, l'exploitation et l'extermination de millions de personnes. SS Installation combinait le contrôle administratif, la capacité industrielle et une logistique conçue pour éliminer des vies avec une précision méthodique. Derrière des clôtures électrifiées et des tours de guet, chaque bâtiment, chaque voie et chaque entrepôt remplissait une fonction spécifique au sein d'une machinerie destinée à anéantir, sans laisser de traces. Pendant des années, des trains chargés d'hommes, de femmes et d'enfants franchirent ces portails, et la plupart ne revinrent jamais. Parmi les documents, les plans et les restes préservés, aujourd'hui encore l'ampleur de l'horreur se révèle. Quels secrets les archives qui ont survécu à la destruction gardent-elles encore ? Dans les premiers mois après que le Parti national-socialiste eut accédé au pouvoir en Allemagne en 1933, les premiers centres destinés à la détention d'opposants politiques furent créés. Ils apparurent dans différentes villes et localités, souvent dans des lieux improvisés tels que des sous-sols, des entrepôts abandonnés ou des installations sportives. L'objectif était d'isoler et de briser la résistance des communistes, des sociaux-démocrates, des syndicalistes et d'autres adversaires du régime. En juillet de cette même année, le nombre de personnes internées sous CE qui étaient appelées gardes protectrices atteignait déjà les 27 000. Le but était d'éliminer toute forme d'opposition politique par un enfermement sans jugement ni limite temporelle. Dans cette première phase, les installations étaient sous la responsabilité des SA, la milice du parti, caractérisée par l'usage de la violence contre ceux qui ne partageaient pas son idéologie. Après l'incendie du Reichstag, le gouvernement a émis des décrets qui suspendaient les droits fondamentaux et permettaient des arrestations indéfinies. Les détentions étaient exécutées de manière planifiée, bien que non exemptes de brutalité visible dans les rues et les habitations. En 1934, les SS, dirigés par Heinrich Himmler, ont progressivement pris le contrôle de ces centres. Theodor Eicke a été nommé inspecteur général et commandant de l'unité, chargé de les administrer. Sous sa direction, un régime basé sur une discipline extrême et une violence systématique a été instauré. La devise qu'il transmettait au commandant était que l'indulgence représentait une faiblesse, favorisant un climat de terreur qui annulait complètement tout droit des prisonniers. La durée de la réclusion devenait arbitraire et imprévisible. Le premier camp formel sous ce modèle fut Dachau, inauguré le 20 mars 1933, à quelques kilomètres de Munich. Initialement, il a hébergé des opposants politiques allemands, mais dans les années suivantes, il a incorporé des personnes d'autres groupes. Juifs, Roms, témoins de Jéhovah, prêtres opposés au contrôle étatique sur les églises, homosexuels et personnes étiquetées comme asociales. Les conditions comprenaient un surpeuplement extrême, des travaux forcés et une alimentation insuffisante. Avec le temps, Dachau s'est transformé en un complexe avec de nombreux sous-camps, servant de centre de formation pour les gardes et de modèle pour de futurs établissements. À la fin de la décennie, les prisonniers se comptaient déjà par dizaines de milliers. Parmi eux, 10 000 juifs arrêtés après la Nuit de Cristal en novembre 1938. Ce pogrom, organisé par l'appareil nazi et présenté comme une réaction spontanée à un attentat contre un diplomate allemand à Paris, a entraîné la destruction de commerces et de synagogues, ainsi que l'arrestation massive de personnes en raison de leur origine juive. À Dachau, un bloc a également été aménagé pour les prêtres, principalement des catholiques polonais, internés en vertu d'un accord entre le Troisième Reich et le Vatican. Environ 3000 religieux ont séjourné dans ce bloc, dont près d'1 millier sont décédés, surtout pendant 1942. Parmi les détenus figuraient Karl Leisner, ordonné prêtre à l'intérieur du camp, et Martin Niemöller, pasteur protestant qui avait organisé la résistance contre les mesures antisémites. Outre sa fonction répressive, Dachau fut le théâtre d'expériences médicales menées par le personnel des SS. Les prisonniers étaient utilisés pour tester des médicaments ou les soumettre à des conditions extrêmes, et ceux qui devenaient incapables étaient envoyés dans des centres d'euthanasie comme le château de Hartheim, où ils étaient exécutés au gaz. Ce lieu faisait partie du programme d'élimination des personnes atteintes de maladies mentales ou physiques, présenté comme une politique de pureté raciale. En avril 1945, alors qu'une épidémie de typhus causait de nombreux décès,
les SS ont évacué 7000 prisonniers vers le sud. Quelques jours plus tard, les troupes américaines ont libéré le camp, y trouvant plus de 30 000 cadavres officiellement enregistrés. Entre 1936 et 1939, le système de camps s'est considérablement étendu. Dans cette seconde phase, ont également été internés ceux qui étaient qualifiés de asociaux ou de délinquants, catégorie vague qui incluait les prostituées, les mendiants, les Roms ou les personnes sans domicile fixe. Des camps tels que Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück, destinés principalement aux femmes, Neuengamme et Stutthof, ont été incorporés. Bien que l'exploitation du travail ait acquis un poids plus important, la répression et l'humiliation restaient des objectifs centraux. L'annexion de l'Autriche et des Sudètes en 1938 a entraîné une augmentation des prisonniers politiques, ce qui a motivé l'ouverture d'installations dans ces territoires, comme Mauthausen en Autriche, près d'une carrière où le travail épuisant causait une mortalité très élevée. Cette même année, la Nuit de Cristal a provoqué l'arrestation de 36 000 Juifs dans tout le Reich, envoyés dans des camps de concentration sous la classification de détention préventive. Un témoignage de l'époque décrit l'arrivée d'un groupe de détenus juifs à Dachau. Après être restés toute la nuit debout, sans accès aux sanitaires, ils furent conduits à une baraque pour se déshabiller et se raser la tête. Ils reçurent des uniformes à rayures et furent fouillés. Parmi eux, un professeur de mathématiques frappa un garde qui l'agressait et fut soumis à un châtiment public de 25 coups de fouet, devant un cercle de prisonniers obligés d'y assister. La punition incluait l'application de sel et de poivre sur les blessures, et la victime disparut du camp sans jamais être revue. Dans cette période, les détentions ont également commencé à répondre aux besoins de main-d'œuvre pour les travaux du plan quadriennal impulsé par le régime. Les prisonniers étaient envoyés construire des fortifications, des routes et d'autres infrastructures militaires. Cette utilisation systématique du travail forcé est devenue un élément permanent de la politique nazie envers les détenus. L'administration interne des camps incluait une hiérarchie entre les prisonniers. Certains étaient désignés chefs de baraque ou kapos, chargés de superviser les groupes de travail. En échange, ils recevaient de meilleures rations, des vêtements supplémentaires ou leur propre espace. Ces fonctions revenaient fréquemment à des prisonniers allemands condamnés pour des délits de droit commun, qui exerçaient souvent de la violence contre d'autres pour maintenir leur position. À la base de cette structure se trouvaient les prisonniers soviétiques et les juifs, avec les plus faibles chances de survie. À la fin de la décennie, le système de camps était déjà consolidé en tant qu'instrument de répression politique, de contrôle social et d'exploitation économique. Son expansion géographique couvrait non seulement l'Allemagne, mais aussi les territoires annexés ou sous le contrôle du Reich. Le modèle administratif, logistique et disciplinaire, perfectionné dans des lieux comme Dachau, servait de référence pour de nouvelles installations. La routine des prisonniers combinait travail forcé, faim et châtiment physique. Les logements consistaient en des baraques surpeuplées, sans chauffage adéquat, avec des lits superposés en bois et de la paille infestée d'insectes. Les installations sanitaires étaient insuffisantes et dans des conditions déplorables. Les maladies, en particulier la dysenterie et le typhus, se propageaient rapidement, aggravées par la malnutrition. Le système était conçu pour briser physiquement et psychologiquement les détenus, éliminant tout sentiment de dignité personnelle. Dès le moment de leur admission, ils étaient dépouillés de leur identité, remplacés par un numéro. Chaque aspect de la vie quotidienne était chronométré et surveillé. Le non-respect des ordres, même pour des détails mineurs, pouvait entraîner des sanctions extrêmes. Durant ces années précédant le déclenchement de la guerre, les camps sont passés de centres improvisés pour opposants politiques à un réseau structuré et administré centralement par les SS. L'expérience accumulée dans leur gestion a jeté les bases de la transformation ultérieure du système en un mécanisme de répression massive et d'extermination. Le déclenchement du conflit en septembre 1939 marqua un changement décisif dans l'utilisation des camps. L'invasion de la Pologne non seulement élargit les frontières du Reich, mais multiplia la quantité de personnes considérées comme hostiles par le régime. Dans les zones occupées furent créés des centres pour rassembler des membres des élites locales, des dirigeants politiques, des militaires et toute personne suspectée de s'opposer à l'occupation. Le réseau existant fut adapté pour recevoir des prisonniers d'origine très diverses. En plus des camps déjà opérationnels, des installations furent érigées dans des lieux stratégiques, proches de voies ferrées et de noyaux industriels.
L'administration intégra de manière systématique la main-d'œuvre captive dans des projets économiques et militaires, supervisés par un département spécifique des SS chargé de coordonner l'emploi forcé dans des entreprises étatiques et privées. Avec l'avancement de l'occupation, des camps de transit surgirent dans des pays comme la France, les Pays-Bas et la Belgique. Ces lieux servaient à concentrer les déportés avant de les envoyer vers des centres plus grands. Leur fonction était principalement logistique, enregistrer, classer et organiser le transfert vers des camps de travail ou, plus tard, d'extermination. En parallèle, commencèrent à opérer des camps pour prisonniers de guerre polonais et, après l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, pour des soldats capturés sur le front oriental. Les chiffres de mortalité parmi ces derniers furent particulièrement élevés. Dans certaines enceintes, comme celle de Poniatowa, dans la région de Lublin, des dizaines de milliers moururent de faim et de maladies en quelques mois. Selon des estimations ultérieures, plus de la moitié des prisonniers soviétiques capturés pendant la guerre ne survécurent pas. À ce stade, le système de camps ne fonctionnait pas seulement comme un outil de répression, mais aussi comme un rouage fondamental de l'économie de guerre. Les travaux assignés variaient de la construction de fortifications et de routes à la production d'armements. La durée des journées et la nature des tâches étaient conçues pour obtenir le rendement physique maximal, sans considération pour la santé des prisonniers. En octobre 1942, plan élaboré depuis l'année précédente, tous les prisonniers juifs internés dans des camps sur le territoire allemand furent transférés vers des centres situés à l'est, comme Auschwitz et Majdanek. Dans ces lieux, le destin majoritaire était l'exécution immédiate ou l'exploitation par le travail jusqu'à la mort. La période fut également marquée par l'annexion de nouveaux territoires et la nécessité de renforcer le contrôle. Des camps furent installés dans des zones nouvellement incorporées, en utilisant des bâtiments préexistants ou en construisant de nouveaux baraquements. Certains servaient à interner des populations entières, considérées comme problématiques, tandis que d'autres étaient spécialisés dans le classement des biens confisqués aux déportés. Le système continua de s'étendre. Le nombre d'installations auxiliaires liées à des usines ou à des exploitations agricoles augmenta, ce qui permettait d'étendre le travail forcé à différentes régions avec une visibilité publique moindre et un contrôle local plus important. La coordination entre les SS et la Gestapo assurait que tout suspect pût être arrêté et envoyé dans ces lieux sans besoin de processus judiciaire. Les arrestations pouvaient être basées sur des rapports d'informateurs, des rafles massives ou de simples critères de convenance administrative, favorisant la répression indiscriminée. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 marqua un autre point d'inflexion. L'ampleur des combats et le nombre de prisonniers capturés dépassèrent tout précédent. Les camps destinés aux soldats soviétiques devinrent des scènes de mort massives, tant par des exécutions sommaires que par les conditions de confinement. Dans de nombreux CA, les décès survenaient même avant que les prisonniers n'atteignent leur destination finale. En parallèle, le régime commença à expérimenter des méthodes d'assassinat plus systématiques. Jusqu'alors, les exécutions se réalisaient principalement par fusillade, mais l'échelle du conflit et l'idéologie raciale nazie poussèrent à la recherche de procédures capables d'éliminer de grands groupes avec une moindre implication directe des exécuteurs. Ces essais initiaux seraient l'antichambre de la politique qui, peu après, serait connue sous le nom de solution finale. La structure administrative fut renforcée pour faire face aux nouvelles nécessités. Le département central chargé des camps établit des normes uniformes pour la gestion, le transport et le travail des prisonniers. Chaque camp principal comptait des sections dédiées à l'enregistrement d'entrée, la classification des biens, l'assignation de travail et le contrôle de la discipline, tandis que les sous-camps dépendaient hiérarchiquement de ces sièges. L'expansion territoriale du Reich signifia aussi l'incorporation d'infrastructures dans des pays occupés. En Pologne, spécialement, des bâtiments militaires et des complexes industriels furent adaptés pour héberger des milliers de détenus. L'emplacement stratégique près de lignes de train facilitait l'arrivée constante de prisonniers depuis divers points d'Europe. Vers la fin de 1941, le système avait évolué d'un ensemble de camps dispersés à un réseau interconnecté et administré avec des critères standardisés. Ce réseau permettait une réponse rapide aux besoins du régime, qu'ils soient de caractère répressif ou économique. La combinaison de répression politique, de persécution raciale et d'exploitation par le travail définissait le fonctionnement quotidien. Dans de nombreux CA,
La permanence dans un camp n'était pas la destination finale, mais une étape préalable à la déportation vers des lieux plus létaux. Les transferts se réalisaient dans des wagons fermés et surchargés, provoquant de nombreuses morts avant l'arrivée. Les témoignages recueillis des années après confirment que cette phase supposa un durcissement notable dans le traitement des prisonniers et dans la létalité du système. La planification s'orientait de plus en plus vers l'élimination physique de certains collectifs, même lorsque la politique d'extermination totale n'avait pas encore été formellement adoptée. La détérioration des conditions, la surpopulation et la rareté des ressources étaient communes à tout le réseau. L'administration des SS maintenait un contrôle minutieux sur les chiffres d'entrée et de sortie, ainsi que sur la productivité du travail assigné, réduisant les prisonniers à de simples chiffres dans un engrenage ajusté selon les nécessités militaires et économiques. À l'été 1941, l'invasion allemande de l'Union soviétique ouvrit un nouveau front et, avec lui, une phase inédite dans la politique du régime. Les opérations militaires à l'Est furent accompagnées par des unités spéciales chargées d'éliminer ceux qui étaient considérés comme des ennemis idéologiques et raciaux. Sears Formations, connu sous le nom d'Einsatzgruppen, opérait à l'arrière de l'armée, identifiant et exécutant des groupes désignés dans les directives, cadres communistes, intellectuels, commissaires politiques et, de manière systématique, des communautés juives entières. Les actions étaient rapides et létales. Villes et villages étaient encerclés, des ordres étaient émis pour concentrer la population ciblée, et après un processus d'enregistrement et de spoliation des biens, des fusillades massives étaient menées. Le ravin de Babi Yar, à Kiev, devint l'un des symboles de cette étape. Fin septembre 1941, en seulement 2 jours, plus de 30 000 Juifs y furent assassinés. Les corps étaient rejetés dans des fosses communes préalablement creusées et recouverts de terre, tandis que de nouveaux groupes étaient conduits sur le lieu. L'ampleur et la fréquence de ces massacres poussèrent à la direction nazie à chercher des méthodes permettant l'assassinat d'un grand nombre de personnes de manière plus contrôlée et avec un moindre impact psychologique sur les exécuteurs. Parallèlement, à Berlin, des discussions se déroulaient sur la gestion du territoire conquis et le destin des populations qui l'habitaient. À l'automne de cette année-là, la décision d'éliminer physiquement la population juive européenne fut consolidée comme une politique officielle. La conférence tenue à Wannsee en janvier 1942 servit à coordonner les aspects pratiques de la dénommée « solution finale de la question juive ». Des représentants de différents ministères, des hauts commandants des SS et des responsables du transport définirent les itinéraires, les priorités et les méthodes. Le réseau ferroviaire devait devenir l'axe d'un système de déportation massive vers des installations spécifiquement construites pour l'assassinat industrialisé. Les premiers centres d'extermination furent établis dans des zones de la Pologne occupée. Chelmno commença son activité en décembre 1941, employant des fourgons fermés dans lesquels les victimes étaient asphyxiées par des gaz provenant des tuyaux d'échappement. Cette méthode fut considérée comme un modèle initial, bien que l'on opta bientôt pour des installations fixes afin d'augmenter la capacité et de réduire les délais. En 1942, le plan connu sous le nom d'Opération Reinhardt donna lieu à la construction et à la mise en service de Belzec, Sobibor et Treblinka. Ces lieux partageaient une conception orientée vers l'efficacité. Proximité des lignes ferroviaires, zones de réception, zones de spoliation, chambres à gaz et fosses ou installations pour l'incinération des cadavres. La séquence était calculée pour minimiser la résistance. Arrivée, enregistrement, instruction, séparation par sexe et âge, spoliation des biens et transfert immédiat vers les chambres sous prétexte de désinfection. Le temps entre l'arrivée et la mort dépassait rarement les 2 heures. Les corps étaient initialement enterrés, mais avec le temps, on opta pour l'incinération afin de détruire les preuves. Ce changement se produisit après les premières informations filtrées sur ce qui se passait et pour éviter que les fosses ouvertes ne révèlent l'ampleur des massacres. Majdanek et Auschwitz, conçus initialement comme des camps de concentration et de travail, furent également adaptés pour remplir des fonctions d'extermination. À Birkenau, un secteur d'Auschwitz, de grandes chambres à gaz alimentées au Zyklon B furent construites, un pesticide qui libérait de l'acide cyanhydrique au contact de l'air. La procédure consistait à introduire le produit sous forme de granulés par des ouvertures dans le plafond ou les côtés, provoquant la mort en quelques minutes.
Les installations étaient connectées à des crématoires où les corps étaient éliminés de manière continue. La conception incluait des vestibules, des salles de spoliation, des chambres hermétiques et des fours alignés pour maintenir un flux constant. La capacité quotidienne de ces installations atteignit plusieurs milliers de victimes. Pour les tâches liées au processus, des prisonniers sélectionnés à l'arrivée étaient employés, connus sous le nom de Sonderkommando. Leur fonction incluait de retirer les corps, de couper les cheveux, d'extraire les objets de valeur, de transférer les restes vers les fours ou les fosses et de nettoyer les chambres pour le groupe suivant. Ces équipes étaient remplacées et éliminées périodiquement pour réduire le risque de témoins. Le transport massif vers ces lieux nécessitait une coordination précise. Des convois entiers partaient des ghettos, des camps de transit ou des centres de détention dans différents pays occupés, programmés pour coïncider avec la capacité opérationnelle des installations réceptrices. Tout au long de 1943, la résistance armée dans certains ghettos et les tentatives d'évasion dans certains camps motivèrent des mesures de sécurité supplémentaires. Les barbelés furent renforcés, des tours de guet supplémentaires furent installés et la présence de gardes armés fut augmentée. À Sobibor et Treblinka, les révoltes internes conduisirent à la fermeture et au démantèlement des installations après l'élimination de la majeure partie des prisonniers. À Auschwitz-Birkenau, en revanche, l'opération continua et fut étendue. Au milieu de 1944, la déportation massive des Juifs hongrois fut exécutée. En quelques semaines seulement, des centaines de milliers furent transportés directement vers les chambres à gaz. La rapidité et l'échelle de ces opérations marquèrent l'un des pics de mortalité du système. Les informations sur ce qui se passait parvinrent aux puissances alliées par le biais de rapports élaborés par des prisonniers qui avaient réussi à s'échapper. Parmi eux, le document rédigé par Rudolf RBA et Alfred Wetzler en 1944 décrivait en détail la structure d'Auschwitz, l'emplacement des chambres et des crématoires, et les chiffres approximatifs des victimes. Bien que ce rapport n'ait pas réussi à arrêter les opérations, il servit par la suite de preuve dans les procédures judiciaires contre les responsables du système. L'extermination massive ne se limita pas aux communautés juives. Parmi les victimes se trouvaient des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et des personnes provenant de divers pays européens considérés comme inassimilables par l'idéologie nazie. Cependant, la composante raciale et la planification systématique contre la population juive constituèrent le noyau du plan d'anéantissement. Durant cette période, la technologie et l'organisation se combinèrent pour produire un mécanisme de mort sans précédent. L'expérience accumulée depuis 1933 fut appliquée désormais avec un objectif unique, l'élimination physique de populations entières. Les structures créées, les routes établies et le personnel entraîné fonctionnaient comme une chaîne de production dont le résultat était la disparition de milliers de personnes chaque jour. La transformation d'Auschwitz en un complexe d'extermination s'est consolidée en 1942, lorsqu'il a été décidé d'agrandir ces installations pour traiter les déportations massives. La zone de Birkenau, située à quelques kilomètres du camp original, a été choisie pour abriter l'infrastructure nécessaire. Les plans prévoyaient plusieurs unités de réception, 4 crématoires avec chambres à gaz intégrées et des secteurs indépendants pour différentes catégories de prisonniers selon la classification des SS. Le périmètre était doté de doubles clôtures électrifiées et de tours de guet à chaque coin et le long des divisions internes. Entre les blocs, des couloirs surveillés ont été tracés, permettant le mouvement des patrouilles avec une visibilité directe sur tout déplacement. Les voies ferrées pénétraient jusqu'à l'intérieur de l'enceinte, facilitant l'arrivée directe des convois dans la zone de sélection. À l'arrivée d'un transport, l'évaluation des personnes se déroulait en quelques minutes. Des officiers médicaux des SS déterminaient qui serait affecté à des travaux spécifiques et qui serait envoyé immédiatement aux chambres à gaz. Les bâtiments d'extermination regroupaient des zones de déshabillage, des chambres hermétiques et des salles de crémation. Le Zyklon B, stocké dans des conditions contrôlées, était introduit par des systèmes qui évitaient le contact direct. Après l'opération, les corps étaient transportés par monte-charge ou chariots métalliques vers des fours conçus pour un fonctionnement continu. Le stockage et la classification des biens confisqués étaient une partie centrale du système. Des baraquements entiers étaient destinés aux vêtements, chaussures, ustensiles
et objets de valeur. Des équipes spécialisées emballaient et étiquetaient les articles pour leur envoi en Allemagne ou vers des dépôts centraux, en séparant les matériaux par type et en récupérant les métaux précieux. En 1943, les crématoires 2 et 3 ont été modifiés pour augmenter la vitesse d'incinération. Les fours fonctionnaient sans interruption, avec une maintenance permanente pour éviter les pannes. Les cendres étaient éliminées dans des fosses ou dispersées dans des rivières et des champs selon le volume généré. L'administration centralisée enregistrait l'arrivée de chaque transport, le nombre de personnes, les affectations de travail et les chiffres résultant de chaque opération. Ce rapport, archivé avec précision, était transmis aux échelons supérieurs pour évaluer l'efficacité et planifier les opérations. En 1944, la déportation massive de Juifs provenant de Hongrie a poussé la capacité du complexe à ses limites. Des zones d'attente temporaires ont été aménagées et l'utilisation des installations a été intensifiée. Pendant ces semaines, les trains arrivaient quotidiennement et le temps entre le déchargement et l'exécution a été réduit au minimum. Le secteur de quarantaine, conçu pour isoler les nouveaux prisonniers, a été utilisé comme espace intermédiaire pour des groupes sélectionnés, en maintenant la séparation par sexe et sous surveillance permanente. Le déploiement de sécurité comprenait des patrouilles canines, des rondes nocturnes, des projecteurs de grande portée et une communication directe entre les tours et le bureau central. En plus des zones d'extermination et de stockage, il existait des ateliers pour réparer le matériel ferroviaire, confectionner des uniformes et entretenir l'armement. Situés dans la partie nord de Birkenau, ils utilisaient de la main-d'œuvre sous surveillance stricte et étaient liés à des contrats avec des entreprises allemandes du secteur de la guerre. Fin 1944 et début 1945, pendant la retraite allemande, il a été ordonné de détruire une partie des installations pour dissimuler les preuves. Les crématoires 4 et 5 ont été démantelés ou incendiés et le fonctionnement des fours restants a été réduit. L'évacuation vers d'autres camps plus à l'intérieur a été organisée, en marches forcées qui ont causé de nombreux décès par épuisement et froid extrême. Le 15 janvier 1945, les préparatifs ont commencé pour vider des secteurs complets, en donnant la priorité à ceux qui pouvaient travailler. La colonne principale est partie vers l'ouest sous escorte armée, exécutant sur le champ les retardataires. Le 20 janvier, l'activité dans les crématoires a cessé et des documents et registres ont été brûlés. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques ont atteint le périmètre d'Auschwitz-Birkenau. À l'intérieur, elles ont trouvé des milliers de prisonniers qui n'avaient pas été évacués, ainsi que des entrepôts remplis d'effets personnels et des vestiges de l'infrastructure d'extermination. L'ampleur du matériel récupéré a mis en évidence l'échelle des opérations qui s'y sont déroulées pendant près de 3 ans. Le complexe, conçu pour concentrer des prisonniers, avait évolué jusqu'à devenir le noyau d'un système d'assassinat de masse, intégré dans la structure administrative et économique du régime et maintenu actif jusqu'au dernier jour avant sa libération. Les vestiges qui demeurent encore à Auschwitz-Birkenau permettent de reconstruire avec exactitude l'engrenage d'une machinerie conçue pour fonctionner sans interruption. Chaque mur, chaque plan, chaque document et chaque objet récupéré constitue une pièce d'un registre qui reflète la capacité d'un système à planifier et exécuter, avec une méthode précise, l'élimination de millions de personnes. La libération du complexe n'a pas signifié la fermeture immédiate de ce travail de compréhension, mais elle a ouvert la voie à un processus soutenu qui, au fil des décennies, a rassemblé des témoignages, des inventaires et des preuves matérielles. Ces éléments, préservés et analysés, ont permis de connaître en détail l'ampleur et la portée des opérations développées en ce lieu, offrant une vision documentée de la manière dont fut organisé et exécuté l'un des systèmes d'anéantissement les plus méticuleusement structurés du siècle XX.